Junk 1 1. John Lennon, le grand rebelle du 20e siècle, n'était pas seulement une icône musicale, mais une tempête d'émotions prête à balayer tout sur son passage. Avec un ego démesuré, un sarcasme acéré et une arrogance si provocante qu'elle frôlait le défi, Lennon mettait même les autres légendes de la musique rage. Parce que cette attitude de j'emmerde le monde semait la rancœur dans le cœur de ceux qui étaient autrefois ses amis, ses camarades et même ses idoles. Les ennemis de Lennon n'étaient pas des noms ordinaires, c'étaient des plus grands musiciens de l'histoire. Des hommes qui avaient autrefois contribué à écrire la bande originale du monde. Ils nourrissaient maintenant une rancune profonde et inébranlable à son encontre. Des batailles verbales secrètes, des chansons chargées de venin, dirigées droit sur Lennon comme des poignards silencieux. Des citations glaçantes murmurées dans les coulisses lors d'interviews, voire criées sur scène. Ce qui a transformé Lennon l'homme le plus détesté parmi les artistes qui ont un jour déclaré que John n'était qu'un voleur musical qui a écrit un album entier juste pour le frapper retour. Découvrons la liste des 6 musiciens qui ont le plus détesté John Lennon. Numéro 6, Ozzy Osbourne. Tant que jeune garçon dans une pièce sombre à Birmingham, Ozzy Osbourne collait son oreille contre une vieille radio, figé d'admiration. La première fois qu'il a entendu la voix de John Lennon à travers la chanson Help. Pour Ozzy, ce n'était pas seulement un moment musical. C'était un éveil. Lennon est devenu son premier héros. L'homme qui a suscité le rêve d'un pauvre garçon d'échapper au bidonville et de monter sur la scène mondiale. Contrairement à d'autres idoles distantes, Lennon était pour Ozzy un saint vivant. Il étudiait chaque parole, imitait chaque coiffure et copiait même la posture de Lennon sur scène. Ozzy a un jour avoué que sans les Beatles et surtout John Lennon, il serait resté un ouvrier métallurgiste pour toujours. La musique de Lennon l'a suivi pendant son enfance et sa jeunesse tumultueuse. Même après avoir connu la gloire avec Black Sabbath et s'être plongé dans le royaume sombre du heavy metal, Lennon est resté un phare dans le monde d'Ozzy. Malgré leurs différences musicales, Lennon occupait une place sacrée dans son cœur. De nombreuses nuits, longtemps après la fin des concerts et le départ des foules, Ozzy s'asseyait seul dans les coulisses, jouant tranquillement Working Class Hero, comme s'il se confiait à une âme sœur lointaine. Cette connexion était si profonde que 2010, de 2010, Ozzy a choisi de reprendre Imagine de Lennon Hommage pour une campagne d'Amnesty International. Dans le clip vidéo, il se tenait devant le Strawberry Fields Memorial à Central Park, portant des lunettes rondes, un costume noir, et ressemblait à un homme pleurant quelque chose de profondément personnel. Chaque parole semblait sortir directement de son cœur. À cette époque, si quelqu'un avait dit qu'Ozzy échangerait sa célébrité juste pour serrer la main de Lennon, les gens l'auraient cru. Mais tout s'est effondré un soir fatidique, fin 20, quand Ozzy a découvert une vérité horrifiante. Une lettre inédite prétendument écrite par John Lennon 1973 à un producteur de musique new-yorkais. Dans cette lettre, Lennon se moquait de ce qu'il appelait le métal, le qualifiant de bruit industriel pour esprit sous-développé, et qualifiait Ozzy Osbourne de type qui crie à Dieu sans savoir de quoi il crie. Chunk 2. Au début, Ozzy a refusé d'y croire. Il s'est mis colère frénétiquement à chercher à la vérifier. Mais la lettre était authentique. Papier, encre, sceau, le tout authentifié par un expert correspondance de Lennon. Pire encore, Lennon avait écrit que ce type, Osbourne, ne comprendrait jamais le sens d'Imagine. Il sait seulement comment détruire tout ce qu'il touche. Le rock doit être ressenti. Pour Ozzy, chaque mot était un poignard dans le cœur de son fan le plus dévoué. À partir de ce moment-là, aux yeux d'Ozzy, Lennon n'était plus un symbole d'inspiration, mais de trahison, de mépris et d'hypocrisie. Les reprises de Lennon ont été supprimées des setlists. Son portrait, autrefois fièrement accroché dans le studio, a été enlevé et remplacé par une peinture noire anonyme.
Dans une interview de 2014, lorsqu'on lui a posé des questions sur Imagine, Ozzy a simplement déclaré « C'est une belle chanson pour un monde qu'il n'a jamais compris ». La douleur de la trahison s'est transformée mépris. Ozzy a commencé à critiquer ouvertement le nain dans les interviews. Il prêchait la paix, mais n'hésitait jamais à rabaisser ceux qui ne lui ressemblaient pas. Il a comparé Lennon à un faux prophète, un homme qui peignait des utopies rêveuses tout piétinant les autres pour rester au sommet. Peu de temps après l'incident, le comportement d'Ozzy est devenu erratique. Lors d'une soirée de l'industrie à Los Angeles, un DJ a accidentellement joué « Let It Be ». Ozzy s'est levé d'un bond, a jeté sa boisson de côté et a crié « Éteignez ça! Je ne vais pas rester dans la même pièce que la voix de ce bâtard. » À partir de cette nuit-là, plus aucune musique des Beatles n'a été jouée lors des événements auxquels Ozzy assistait. Une autre fois, chez lui, un ami proche a joué « Across the Universe » à partir d'une vieille playlist. Ozzy a silencieusement quitté la table du dîner, a claqué la porte de la cuisine et est parti sans dire un mot. L'ami a dit plus tard « Je ne sais pas s'il détestait la chanson ou s'il se détestait lui-même de l'avoir aimée autrefois. Même dans les moments les plus banals, entrant dans un café, attendant dans le salon d'un hôtel, si des airs de Lennon ou des Beatles étaient joués, les yeux d'Ozzy s'assombrissaient instantanément. Il se levait et partait comme si la présence de Lennon était une tache sur les murs de sa mémoire. Un journaliste a raconté que lors d'une interview dans les coulisses, quelqu'un avait accidentellement joué Imagine post-production. Ozzy a immédiatement lâché le micro et a grogné « Éteignez-la, ne me faites pas le répéter 2 fois ». Même dans l'émission de télé-réalité des Osbourne, lorsque les producteurs ont suggéré un épisode hommage aux influences musicales d'Ozzy, il l'a immédiatement rejeté. « Si ce type est dans le script, je ne tourne pas. » Chunk 3. Ozzy a déclaré « Brûlez le script ». Les fans ont remarqué le changement. Deuxièmement, un jeune admirateur portait un jour un T-shirt linen lors d'une rencontre avec l'artiste. Ozzy l'a regardé pendant un long moment, pas colère, juste froid, et a dit « Enlève ça si tu veux une photo avec moi ». Ozzy a même écrit une chanson intitulée « Silhouettes in White ». On pense qu'elle parle de la désillusion face à une idole déchue. Ses paroles étaient amères et obsédantes. « J'ai illuminé le ciel pour toi. Tu as craché la pluie sur moi. » Le public a facilement deviné qui avait inspiré la ballade sombre. Le débat fait toujours rage autour de la lettre. Certains disent qu'elle était fausse. D'autres affirment que Lennon passait simplement une mauvaise journée. Mais pour Ozzy, l'effondrement était irréversible. Ainsi s'est terminée l'une des relations les plus étranges et les plus tragiques de l'histoire de la musique, entre une star rebelle du métal et un symbole légendaire de paix dans l'amertume, le silence et l'écho persistant d'une note brisée dans l'âme d'un fan trahi. Numéro 5. Elvis Presley. Elvis Presley, le roi du rock and roll, a autrefois été le phare de toute une génération, y compris John Lennon. Mais un jour, il a vu son propre halo être arraché par 4 jeunes hommes venus d'Angleterre. Parmi eux, John Lennon, le plus audacieux, le plus provocateur, était celui qui mettait Elvis non seulement mal à l'aise, mais qui alimentait progressivement une haine irrésistible. Au début, c'était un vague malaise qui s'est transformé aversion, puis une froide décision politique. Détruire Lennon. 1965, une rencontre entre Elvis et les Beatles a eu lieu dans la somptueuse demeure de Sue Presley à Bel Air. Cela aurait dû être une réunion historique entre 2 générations d'idoles. Mais non, l'air ce jour-là était lourd de maladresse et de tension, tendu comme une corde de guitare sur le point de casser. Elvis était assis silence, ne souriait pas, n'engageait aucune conversation. La raison profonde de cette haine n'était rien d'autre que la politique. Alors que Presley était un patriote toujours favorable au gouvernement américain, Lennon, un pacifiste anti-guerre, incarnait une idéologie rebelle. La tension a atteint son apogée lorsque Lennon a remarqué une lampe dans la maison de Presley avec le slogan
All the Way with Lyndon B. Johnson, un message clairement pro-guerre du Vietnam. Lennon, qui méprisait la politique militaire de Johnson, a immédiatement exprimé son opposition sans hésitation. Presley, qui avait un grand respect pour l'armée et le gouvernement, ne pouvait tolérer ce genre de franchise irrespectueuse. Ce qui aurait dû être une réunion symbolique et amicale s'est transformé en une impasse glaciale. Selon Hodgkins, à partir de ce moment-là, Presley a ouvertement détesté Lennon et les graines de la haine ont commencé à s'enraciner. Chunk 4. Voyant le scarabée qui le fixait dans sa propre maison, Presley dit froidement « Si vous allez rester assis là à me fixer, je vais me coucher. » John Lennon a souri et a rétorqué sarcastiquement « Pourquoi ne retournes-tu pas faire du vrai rock and roll? » Un poignard dirigé droit sur la fierté d'un roi oublié. Après cette rencontre, Elvis ne considéra plus Lennon comme un artiste de même rang. Il le considérait comme un symbole de décadence de l'anarchisme déguisé musique. Les remarques choquantes de Lennon, particulier sa phrase infâme « Les Beatles sont plus populaires que Jésus », ont rendu Elvis furieux. Pour lui, Lennon n'était pas seulement arrogant, mais une menace pour la morale, les traditions et l'ordre social américain. Elvis Wilm a dit à son manager « Ce type ne respecte rien d'autre que son propre ego. » Incapable de le supporter plus longtemps, Elvis a pris une mesure audacieuse. Il a personnellement écrit une lettre au président Richard Nixon demandant l'expulsion de John Lennon des États-Unis. La lettre, livrée directement, décrivait Lennon comme un dangereux subversif influençant négativement la jeunesse américaine et qu'il devait être renvoyé pour le bien de la sécurité nationale. Selon Chris Hodgkins, qui avait organisé la rencontre entre eux, Elvis a même promis d'aider le gouvernement à lutter contre l'influence culturelle que, selon lui, les Beatles répandaient. La fureur d'Elvis s'est accrue lorsqu'il a vu Lennon être de plus salué comme un révolutionnaire culturel. Elvis se sentait trahi par la jeunesse américaine, ceux qu'il avait autrefois appelés la flamme de la liberté. Maintenant à genoux devant Lennon et sa rhétorique de démantèlement du système anti-guerre. Pour Elvis, c'était l'insulte suprême. Il s'est un jour exclamé dans les coulisses d'un spectacle à Vegas. Ils écoutent un hippie aux cheveux ébouriffés et pensent que c'est l'Évangile. Des proches de Presley ont raconté que chaque fois que Lennon apparaissait à la télévision ou dans les journaux, Elvis devenait irritable. Il ne détestait pas seulement la voix de rébellion de Lennon, mais le fait que Lennon ait osé défier la propre image sacrée d'Elvis. Les commentaires de Lennon, comme Elvis était maintenant comme Bing Crosby, ennuyeux et sans âme, ont fait qu'Elvis se sentait étouffé dans l'ombre de son passé, autrefois glorieux. 1971, l'obsession de Presley pour Lennon a atteint son apogée. Il a personnellement contacté J. Edgar Hoover, le puissant directeur du FBI, pour exposer le danger que représentaient les Beatles. Les seuls sont les Beatles. Selon Presley, Lennon et son groupe avaient contribué à faire entrer la jeunesse américaine dans une spirale de drogue, de rébellion et de pensée antigouvernementale. Une accusation qui ne pouvait être ignorée. La rencontre entre Presley et Hoover était loin d'être une simple conversation. Il s'agissait d'une campagne politique secrète ayant pour objectif clair d'expulser John Lennon des États-Unis. À l'époque, Lennon et Yoko Ono tentaient d'obtenir un permis de séjour permanent tout étant étroitement surveillés, raison de leur activisme anti-Nixon. Il existe des preuves que l'ingérence de Presley a contribué à accroître la pression du gouvernement américain sur Lennon, ce qui a prolongé sa bataille juridique pendant de nombreuses années. Derrière le rideau de la politique, un roi du rock a discrètement poussé à l'éviction d'un ancien scarabée, raison d'un conflit personnel et idéologique, et a failli y parvenir. Alors qu'Elvis s'éteignait peu à peu dans les pilules pour dormir et la solitude des lumières de la scène éteinte, il ne pouvait toujours pas oublier le nom de John Lennon. Ce nom le hantait comme le rythme d'un tambour rebelle, résonnant à travers des rêves agités. Bien qu'il n'ait jamais déclaré la guerre publiquement, Elvis avait choisi le camp opposé. Il a silencieusement mais obstinément essayé d'effacer Lennon de son royaume d'influence et a presque réussi. Numéro 4. Paul McCartney. Junk 5.
Il y a un peu de vérité derrière le rideau légendaire des Beatles. Paul McCartney, qui était autrefois inséparable de John Lennon, nourrissait autrefois, ou peut-être toujours, une rancune innommable. Ils ont écrit de la musique ensemble, ont ri, ont partagé les projecteurs comme des frères de chair et de sang. Mais à mesure que la célébrité grandissait, que les égos artistiques dépassaient l'amitié, cette affection s'est transformée déception, puis une haine silencieuse qui a persisté pendant des années, non dite par tous. Paul a dit un jour: « John était un génie, mais aussi un salaud. Derrière cette admiration se cachait une tempête. Paul s'est souvent senti trahi par John, pas seulement une fois, mais par une longue série d'affronts qui l'ont laissé humilié, mis à l'écart ou éclipsé. » Le point de bascule est survenu lorsque Yoko Ono est entrée dans la vie de John, et soudain, toutes les idées de Paul ont été ignorées. Paul ne pouvait pas cacher son irritation lorsque Yoko s'asseyait à côté de John dans le studio, s'immisçant dans chaque discussion. Personne ne l'avait invité, mais John a forcé tout le groupe à l'endurer. Pour Paul, c'était une insulte. À cette époque, John, avec le soutien de Yoko, a fait appel à Phil Spector pour surdoubler The Long and Winding Road, la composition profondément émouvante de Paul, sans avertir ni consulter son créateur. Paul était furieux. Il a écrit une lettre cinglante exigeant le retrait de l'orchestration de Gordy, se terminant par un avertissement sévère. Ne refais plus jamais ça. Pour Paul, c'était une trahison flagrante. John l'avait dépouillé de son autorité musicale et avait utilisé un étranger pour faire taire sa voix finale au sein des Beatles. Le ressentiment de Paul n'a fait que croître lorsque John a continué à se moquer de son style. Pendant l'enregistrement de I, Me, Mine, John était assis à l'arrière, se moquant des voix de Paul avec un accent d'espagnol, comme pour rabaisser la musique que Paul avait toujours chérie. Chaque mot, chaque regard moqueur donnait à Paul l'impression d'être moins un partenaire qu'une épine dans le pied de Lennon. Après la séparation des Beatles, la guerre est devenue indéniable. Paul a écrit « Trop de gens pour poignarder John et Yoko », impliquant qu'ils avaient gaspillé leur chance. John a riposté instantanément avec « How Do You Sleep », l'une des chansons les plus vicieuses jamais écrites sur un ancien ami. John a ricané. La seule chose que tu as faite, c'est Yesterday, un coup brutal au patrimoine que Paul chérissait le plus. Paul n'a jamais répondu publiquement, mais tout le monde savait que cette blessure ne guérirait jamais. La haine de Paul ne s'est pas arrêtée à la musique. Lorsque Yoko a essayé de supprimer son nom des crédits d'écriture de « Give Peace a Chance », Paul était livide. Et au lieu d'écrire une plainte, il a riposté froidement inversant le célèbre crédit Lennon-McCartney, McCartney-Lennon sur son album Back in the US. Ce n'était pas de l'art, c'était la guerre. McCartney a également amèrement rappelé à quel point John était jaloux de Yesterday. Paul se souvenait que chaque fois que quelqu'un chantait cette chanson et pensait que c'était John, il marmonnait avec colère. C'est Paul. Pour Paul, cette émotion n'était pas une reconnaissance, c'était de la petite jalousie. Et Paul, étant un perfectionniste avec une profonde fierté, le détestait au plus profond de lui-même. Lors d'une séance d'enregistrement tendu, John a explosé de colère, a quitté la pièce et, quelques heures plus tard, a escaladé le mur de la maison de Paul, frappant à la porte et criant « Chunk 6 ». C'est alors que Paul a su que John n'était plus le John d'autrefois. Il était devenu un tyran, prêt à se lancer dans la bataille à tout moment. Paul n'a pas ouvert la porte. Il est resté silencieusement à l'étage, a baissé les yeux, puis s'est détourné. Peut-être que le summum du dédain de Paul provenait du fait d'être toujours étiqueté comme celui qui met de l'ordre, tandis que John était salué comme le grand rebelle. Paul a un jour admis que ce qui le mettait le plus colère, c'était la façon dont les gens avaient canonisé John après son assassinat, oubliant qu'il avait autrefois été cruel, qu'il avait prononcé des paroles dures et qu'il avait impitoyablement insulté ses anciens amis. Et la vérité la plus amère, même après la mort de John, Paul ne pouvait pas oublier. Dans une interview ultérieure, il a dit qu'il voulait appeler John
mais qu'il n'était pas sûr d'être entendu. Bien qu'il allait affirmer lui avoir pardonné, les auditeurs pouvaient encore sentir le regret et la colère dans la voix de Paul, des émotions jamais complètement résolues. John Lennon a un jour suggéré une réunion des Beatles, mais Paul a refusé. Non pas parce qu'il n'aimait pas la musique ou John, mais parce qu'il ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un qui l'avait poignardé dans le dos, puis s'était moqué de lui devant des millions de personnes. Leur relation, à la fin, n'était pas une réconciliation. C'était une guerre inachevée où le vivant était hanté à jamais par le fantôme du mort. Numéro 3. Mick Jagger. Dans l'univers musical étincelant des années 60 et 70, les Beatles et les Rolling Stones se sont dressés comme deux opposés polaires, deux empires enfermés dans une rivalité éternelle. Et s'il y a jamais eu une rancune plus personnelle et plus profonde, c'était bien entre John Lennon et Mick Jagger. Bien que le public les ait toujours considérés comme des contemporains et des camarades, derrière les projecteurs, une haine couvant à mijoter, attisée par des mots impitoyables et des événements impardonnables. Mick Jagger, le chanteur aux lèvres sensuelles, s'est toujours senti piégé sous l'ombre colossale de John Lennon et des Beatles. Alors que les Beatles étaient loués comme les gentils garçons de la pop, Jagger et les Rolling Stones ont délibérément emprunté le chemin de la rébellion, se faisant passer pour les mauvais garçons du rock. Pourtant, aussi différents qu'ils soient, les Beatles sont restés le monument imposant que Jagger se sentait obligé de surpasser. Cela a alimenté une rivalité brutale, Jagger essayant constamment de prouver que les Rolling Stones étaient plus grands, mais continuellement méprisés par Lennon. Mick a un jour mis garde John Lennon au sujet d'Alan Klein, le manager rusé, qui allait plus tard faire des ravages chez les Beatles. Ne lui fais pas confiance, a averti Mick sans ambages. Mais au lieu de tenir compte de ce conseil, Lennon a fait le contraire. Il a invité Klein à une réunion organisée par Mick lui-même. C'était la première fois que Mick se sentait froidement trahi, transformé imbécile dans l'espace même où il était venu offrir de l'aide. Après cette réunion, Mick est rentré chez lui et a coupé tous les liens professionnels avec Lennon. La fissure s'était formée et ne guérirait jamais. Le mépris de Lennon pour Jagger était à peine dissimulé. Dans une interview célèbre, lorsqu'on lui a posé des questions sur les Rolling Stones, Lennon a carrément déclaré « Je pense que tout ce que fait Mick Jagger est une blague. Chunk, Seth, il essaie toujours de nous imiter, mais ce n'est qu'une pâle copie. » Bien que les mots aient pu être teintés d'humour, ils ont profondément poignardé la fierté de Jagger. Lennon a toujours cru que les Rolling Stones n'étaient qu'une version plus rock'n'roll des Beatles, manquant d'originalité et de profondeur. Lorsque Lennon s'est réuni avec Yoko, Mick a été comme effacé de sa vie. Lors d'une visite, Mick a laissé une note. « J'habite à côté. Si tu veux te rencontrer, appelle-moi. » Mais John n'a jamais rappelé. Mick se rappellerait plus tard avec amertume. Quand Yoko est revenue, j'ai été répertorié comme une mauvaise influence. J'ai été exclu, coupé. D'un ami loyal, Mick est devenu un paria sans un mot d'explication. Cette inimitié a même déteint sur leur vie personnelle. Lors d'une fête, Lennon s'est publiquement moqué de la petite amie de Jagger, Marianne Faithfull, ce qui a rendu Jagger fou de rage. Lennon dénigrait souvent Jagger dans son dos, le qualifiant de faux obsédé par la gloire et l'argent. La haine ne s'est pas arrêtée aux mots. Jagger et les Rolling Stones se sont efforcés de produire de la musique comparable ou supérieure à celle des Beatles, sortant des albums comme Beggar's Banquet et Let It Bleed. Bien que les critiques aient salué ces œuvres, Lennon a refusé de les reconnaître, les qualifiant de simples imitations. Un autre point de discorde est survenu lorsque Jagger a approché Yoko Ono, la femme de Lennon, pour obtenir des conseils sur sa vie personnelle. Lennon était furieux apprenant cela, croyant que Jagger essayait de lui voler Yoko. Cette suspicion a transformé la querelle déjà amère quelque chose de plus sombre et de plus venimeux. Il y a eu des tentatives superficielles et brèves de réconciliation, mais l'animosité féroce est restée. Lennon a quitté le monde trop tôt. Pourtant, ces mots cinglants ont hanté Mick Jagger pendant des années.
Jagger a un jour admis qu'il s'était toujours senti mal à l'aise présence de Lennon, parce que Lennon avait une confiance effrayante que Jagger ne pourrait jamais posséder. Est-ce une histoire? Raconte que lors d'une fête, Lennon a fait un doigt d'honneur à Jagger pendant qu'il parlait. Ce n'était pas seulement un geste grossier, c'était une démonstration on ne peut plus claire du mépris que Lennon nourrissait pour lui. Numéro 2, Bob Dylan. Bob Dylan et John Lennon. Deux icônes d'une génération, deux brasiers créatifs ont autrefois partagé. Une relation complexe tissée d'admiration, d'influence profonde et de concurrence impitoyable. Au début de l'ère des Beatles, Lennon était captivé par la poésie mélancolique et la narration introspective des chansons de Dylan, quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans les chansons d'amour simples et accrocheuses de son propre groupe. Dylan, avec sa profondeur lyrique, sa touche personnelle et son style chargé de métaphores, a eu un impact profond sur Lennon. Raison de cette influence, Lennon a commencé à évoluer, insufflant à sa musique plus de réalisme et d'âme. Des chansons comme In My Life et You've Got to Hide Your Love Away sont des marqueurs clairs de cette transformation artistique. Chunk, 8. Chaque mot faisant discrètement écho à la présence de Dylan. Pourtant, bien que Lennon ait pu considérer Dylan comme un mentor musical, l'admiration n'a pas été rendue comme espéré. Dylan, rebelle et farouchement individualiste, était mécontent de voir une superstar de la pop comme Lennon copier apparemment son style. Pour Dylan, les Beatles sont restés les garçons propres sur leur apparence, pas faits pour le monde souterrain et grinçant qu'il régnait. 1965, la tension silencieuse entre les deux est devenue plus évidente. L'album Rubber Soul des Beatles portait de fortes empreintes de Dylan, particulier le titre Norwegian Wood, This Bird Has Flown, une ballade acoustique mélancolique avec un esprit de narration indéniablement dylanesque. Lennon empiétait sur le territoire musical de Dylan, et Dylan n'a pas aimé cela. Il n'est pas resté silencieux. 1966, Dylan a riposté avec la chanson Fourth Time Around de l'album Blonde on Blonde. Ce n'était pas seulement une chanson, c'était une moquerie calculée imitant la structure de la mélodie et même le thème de Norwegian Wood, mais avec un sarcasme mordant. Les paroles étaient bizarres, détachées et distantes, mais mijotaient avec un courant sous-jacent de tension. Ceux qui ont prêté attention l'ont vu pour ce que c'était, un message à Lennon. Dylan ne le considérait pas comme un égal créatif, seulement une ombre qui suivait derrière. Et il ne s'est pas arrêté à l'enregistrement. Des rumeurs disent que Dylan a joué la chanson directement pour Lennon lors d'une réunion privée. Un geste audacieux et inflexible pour Lennon, un homme qui se vantait de son esprit. Cela a dû être une gifle musicale froide et cuisante. Lennon aurait été déconcerté et ébranlé par l'expérience, incertain s'il avait été joué ou directement attaqué par l'homme même qu'il avait autrefois idolâtré. Aucune déclaration publique n'a suivi, mais des sources affirment que Lennon a quitté cette rencontre stupéfait et profondément déçu. Les choses n'ont fait qu'empirer lorsque Lennon s'est plongé dans l'activisme politique. Dylan, toujours sceptique quant au slogan creux, considérait Lennon comme un clown politique, utilisant l'imagerie anti-guerre pour polir son image. Dans une rare interview, Dylan a un jour déclaré « John agit comme s'il avait toute la vérité. Mais le monde n'est pas si simple. Lennon ne s'est pas retenu non plus. Il a qualifié la phase de conversion chrétienne de Dylan de plaisanterie honteuse et s'est même moqué de lui dans la chanson « Serve Yourself », une gifle directe à « Gotta Serve Somebody » de Dylan. Pour Lennon, Dylan avait trahi l'âme rebelle qu'il incarnait autrefois. Pour Dylan, Lennon était une imposture, pleine de mots, pauvre action, se cachant à jamais derrière une foule pour masquer l'incertitude dans son cœur. Lors d'une conversation privée, Dylan a un jour ricané que Lennon n'avait jamais vraiment compris le silence. Ce n'était pas juste une pique. Chunk, 9. C'était un aperçu de leur divergence fondamentale. Dylan, introspectif, calme, méfiant. Lennon, bruyant, provocateur, destructeur de normes.
Cette opposition fondamentale rendait presque impossible pour les deux de se considérer un jour avec un respect sincère. Numéro 1. Joni Mitchell. Apparemment, des pionniers au sommet de leur art, mais entre Joni Mitchell et John Lennon, il n'y avait pas d'harmonie. Au contraire, chaque rencontre suscitait une tension latente. Le déclencheur, des remarques condescendantes et non sollicitées que Lennon faisait sur la musique de Mitchell, des commentaires qu'elle n'avait ni demandé ni souhaité entendre. Leur plus grosse dispute aurait découlé d'une réunion où Lennon a fait des remarques plutôt désagréables sur la musique de Mitchell. Joni a un jour raconté que lors de leur première rencontre lors d'une fête à Los Angeles, Lennon est entré dans la pièce comme un roi retournant à son trône, ne saluant personne, ne faisant même pas un sourire. Il s'est assis, s'est tourné vers elle avec un regard froid et a demandé « Qui diable êtes-vous pour que tout le monde n'arrête pas de jacasser sur votre musique ?» Une question qui semblait désinvolte, mais qui sointait l'arrogance jusqu'à la moelle. Joni s'est figée pendant une seconde, a esquissé un léger sourire et a répondu « Je suis quelqu'un que vous n'êtes pas assez subtil pour comprendre. » À partir de ce moment, ils étaient officiellement sur les côtés opposés du champ de bataille. Le mépris est devenu encore plus évident dans le studio. Une fois, pendant que Joni enregistrait « Help Me », Lennon est passé par là, a jeté un coup d'œil et a ricané. Cette voix, c'est comme une professeure de littérature au cœur brisé qui pleure seule. Toute l'équipe s'est figée. Joni a continué à enregistrer, mais ses yeux n'étaient plus ceux d'une poète, c'étaient les yeux d'une guerrière. Joni a un jour partagé que John dégageait une énergie dominatrice et oppressive. Il devait toujours posséder la pièce. Si vous ne vous soumettiez pas, vous vous feriez mordre. Et elle avait été mordue, non pas avec des dents, mais avec des mots assez tranchants pour blesser. Lennon s'est un jour moqué de la musique de Joni, la qualifiant de chanson pour les personnes trop effrayées pour vivre honnêtement, un coup direct au lyrisme profondément personnel pour lequel elle était connue. Elle n'est pas restée silencieuse. Dans une interview accordée à un magazine canadien, lorsqu'on lui a posé des questions sur John Lennon, Joni a prononcé une seule phrase cinglante. Le meilleur pour perdre des amis est aussi le meilleur pour se perdre soi-même. Cette citation s'est rapidement répandue parmi les artistes comme une flèche plantée directement dans le cœur de la légende de Liverpool. Lennon savait exactement à qui elle s'adressait, et il n'y avait que lui. Les choses se sont envenimées lorsque Joni a refusé une invitation à collaborer de Yoko Ono, 1976, une offre indirecte de Lennon lui-même. Son message, transmis par un ami commun, était « Je ne chante pas pour guérir ceux qui ont autrefois rabaissé les femmes. » Cette réponse a enterré toute possibilité de réunion artistique entre eux pour toujours. Chunk 10. Même dans les coulisses des Grammy Awards de 1978, un témoin a rappelé une rencontre tendue entre Lennon et Joni. Il lui a fait un sourire moqueur et a dit « Tu peins toujours ces petites aquarelles endormies ?» Joni a rétorqué sans hésitation. « Au moins, je n'écris pas de musique pour justifier ma propre folie. » C'était un moment brûlant. La sécurité a dû intervenir rapidement pour éviter une scène plus importante. John Lennon est salué comme un génie musical, un symbole de rébellion, mais il était aussi au centre de nombreuses controverses explosives. Toutes ces accusations dressent le portrait d'un homme profondément complexe et difficile. Y avait-il un côté plus sombre derrière les projecteurs? Ou son génie a-t-il simplement brillé si intensément, si tôt, qu'il a menacé l'ego d'autres géants? Que pensez-vous? Admirez-vous cette légende de la musique? Laissez un commentaire, partagez vos pensées et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres secrets bouleversants du monde de la musique légendaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À bientôt dans la prochaine vidéo.